permettra de revenir dessus si jamais des choses ne sont pas super claires. Donc, normalement... Une seconde, je reviens dans une seconde. Ouais. C'est pas pour moi, c'est pour lui. C'est gênant pour Steven, mais t'as pas de casque. Donne ton casque. C'est pas grave, hein, on va faire sans casque, t'inquiète, on va y arriver. C'est bon? Oui. T'es par là? Ok, on peut démarrer, c'est bon? Oui. Ok, alors, on démarre. Étude de fonction, donc c'est toute la première partie de ce que tu as à savoir. Tous les exos se ressemblent essentiellement. Donc ce qu'il faut savoir faire, c'est bien faire une étude de fonction et ensuite savoir en déduire les choses qui vont bien. Donc juste avant de faire l'exo 10, je te rappelle rapidement comment on fait une étude de fonction. La première chose à faire toujours, c'est regarder le domaine de... Alors oui, deux choses avant que je me lance. S'il y a un truc que tu ne comprends pas, tu me poses la question tout de suite. Comme ça, c'est rapide. Et puis, le but, c'est que je réponde à tes questions avant tout. Donc, et s'il y a des choses qui sont vraiment trop simples, n'hésite pas à me dire, c'est bon, ça, je maîtrise, et puis on passe à autre chose. Oui. OK, ouais. Alors, le domaine de définition, c'est toujours le premier truc. C'est toujours le premier truc qu'on regarde. C'est pour quelle valeur de x est-ce que la fonction est bien définie. Donc ça, c'est toujours la première étape, parce que comme ça évite d'étudier sur des endroits où elle n'est pas définie. Être définie, ça ne veut rien dire d'autre que je peux calculer f de x. Oui, ça c'est bon. C'est facile. Ok, donc domaine de définition, ce qu'on regarde essentiellement, c'est est-ce qu'il y a des divisions par 0 ? Et on enlève les valeurs de x pour lesquelles on diviserait par 0. Et puis, s'il y a des fonctions qui ont des domaines de définition restreints, comme racine de x, par exemple, c'est défini pour x positif ou nul, ou bien si tu as fait un peu de logarithme, voilà, exactement, x strictement positif. Donc, toujours la première étape, c'est ça. Deuxième étape, on calcule la dérivée. Donc là, on utilise toutes les formules qu'on connaît par cœur, qu'on sait retrouver. Troisième étape, c'est on cherche le signe de la dérivée sur l'ensemble du domaine de définition ou au moins du domaine d'étude. Pour ça, la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à factoriser la dérivée, l'écrire comme un ensemble de multiplication et de division. Ça nous permet d'étudier le signe facilement. Une fois qu'on a le signe de la dérivée, on a les variations de la fonction. Et une fois qu'on a les variations de la fonction, on peut en déduire ce qu'on a besoin pour notre problème, en général des minimums ou des maximums. C'est clair ça pour toi dans ta tête, c'est bon? Oui. Nickel. Alors, attaquons ce fameux exo, qui n'est pas le plus simple en étude de fonction, mais au moins il y a de tout. Alors, dans une ruche, chaque alvéole a une forme de prisme hexagonal dont la surface est donnée pour une longueur de côté S, et une hauteur H par cette magnifique formule ici, qui est ici, qui n'est pas très rigolote, mais bon, qui est ce qu'elle est. Et la chose importante, c'est que l'air, donc là, ça nous donne la surface de l'alvéole, donc on peut considérer que c'est l'ensemble de la surface, tout ce qui se passe autour. Et θ, qui est donc donné, qui est le seul paramètre de notre R, c'est l'angle au sommet du prisme. Alors on le voit ici, hop, ici. Ça c'est l'angle θ. Donc, peu importe, c'est l'angle qui est là, et en gros, la surface de l'alvéole ne dépend que de cet angle ici. Et, en tout cas, on le regarde en fonction de cet angle. Évidemment, ici, elle dépend de S, de H. S étant le côté et H la hauteur. Ça va? Ok. Alors, si on regarde, je vais juste noter, donc j'ai mis un S. S, il est là. S, il est ici. S, il est là. Et puis, ah oui, si tu vois que l'écran, quand je te parle, j'ai l'impression de parler de l'écran et que tu vois rien bouger, c'est qu'il y a un problème. Donc, tu me le dis. Ok? Genre là, oui, c'est bon. Quand j'écris en rouge comme ça, c'est bon? Oui. Ok, nickel. Donc, si on regarde cette formule, le seul paramètre, le seul inconnu, pardon, c'est θ. Donc, la fonction, en fait, elle apparaît ici et là. Tout le reste, par rapport à θ, c'est quelque chose de constant. Donc, ça apparaît pas. Oui.
Ce n'est pas des paramètres de la fonction. C'est des paramètres, mais ce n'est pas des inconnus. Alors, on a cette formule truc. Donc, première question, c'est quel est le domaine de définition de cette fonction? Donc, la fonction, elle est là, et on veut connaître son domaine de définition. Donc, ici, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, on a dit, le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs. Bon, ici, ça ne s'appelle pas x, mais θ. Donc, l'ensemble des valeurs de θ pour lesquelles, ici, la fonction s'appelle a. Donc, a de θ est bien définie. C'est les valeurs pour lesquelles sinus de θ est différent de 0. Ouais, exactement. Donc, du coup, c'est pas les valeurs où... Il faut que sinus de θ soit différent de 0. Donc, quand est-ce que sinus de θ il est différent de 0? Ou quand est-ce qu'il est égal à 0? Comme ça, on pourra en déduire quand est-ce qu'il n'est pas. Quand c'est égal à... T'es habitué au cercle trigo? On lit le cosinus, on lit le sinus. Donc, du coup, c'est... Si le sinus est nul, ça veut dire qu'on le lit ici. Ça correspond à quels angles? 0. Vas-y, redis-moi ça, juste parce que je n'ai pas entendu. 0. Alors, il y a bien 0. Ah. 0, il est là. Ça correspond à un autre angle aussi. Explique des lunettes, t'es en train de mettre le casque. Voilà. Zéro. Donc l'angle 0, il vaut bien, son sinus vaut bien 0. Et il y a un autre angle pour lequel le sinus vaut 0. Pi. Ouais. Il y a aussi θ égale pi. Et donc par conséquent, il va y avoir quel autre angle après? 2 pi. Ouais. Il va y avoir pi, 3 pi. Alors 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, etc. 0 etc. plus Kpi, et c'est plus rapide. C'est ça, exactement. Donc comme c'est 0, hop, K appartenant aux entiers relatifs. Ça va? Ouais. Oui. Donc ici, ça c'est les valeurs interdites. Donc si ça c'est les valeurs interdites, le domaine de définition, il est donné par quoi? D'accord. Donc les capis c'est les valeurs interdites. Donc ton domaine de définition, ça va être R privé de Kpi, K appartenant. Ouais. Non, à Z. Exactement. Ok, donc là on a enlevé ça. Bon, je ne sais pas comment tu l'écris le privé, des fois c'est moins, des fois c'est une barre comme ça. Dans tous les cas, on a enlevé toutes les valeurs interdites des réels. Alors ici, on nous dit, on restreindra le domaine à 0 pi. Expliquez pourquoi. Parce que c'est parce que θ il est tout le temps impliqué. Et il y a voilà, cosinus en sinus, et du coup ça va être cyclique. Alors, oui, on pourrait C'est pas l'étudier. Si, on pourrait l'étudier un peu comme ça, mais si on regarde le dessin surtout, en fait. Pourquoi dans ce cas-là, quand on regarde ce qu'on est en train de faire, parce que l'angle 3π, par exemple, ça ne correspond pas juste à la même chose, ça correspond à faire un tour complet
plus un demi-tour. C'est un angle qui est très grand, enfin qui tourne sur lui-même, quoi. Ici, physiquement, l'angle qui est là, tu vois cet angle ici, qu'on est en train de regarder, θ. Bon, on peut l'étudier entre 0 et pi, et globalement, ça veut dire qu'il va aller soit de l'angle plat à l'angle nul. Donc on va écraser, on va voir à peu près toute la gamme de choses possibles. Et après, s'il était négatif, ben, on aurait la même chose de l'autre côté. Donc en effet, c'est ce que tu me dis, on peut le tourner de différentes façons. Bon, c'est pas la question la plus importante de toute façon ici, en tout cas pas celle qui m'intéresse le plus. C'est juste que bah, si on l'étudie là, on aura toutes les infos qu'on a besoin d'avoir sur tout le reste. C'est bon pour ça? Oui. Ouais. Ce qui m'intéresse surtout, c'est étudier la fonction. Donc sur 0pi. Donc je vais reprendre cette fonction qui n'est pas très rigolote. A de θ égale 6sh moins 3 demi de s carré cos θ sin θ plus 3 racine de 3 sur 2 moins s carré 1 sur sin θ. S carré 1 sur sin carré. Non, 1 sur sin θ, il n'y a pas le carré. Donc ça, c'est notre fonction, et on veut l'étudier sur 0pi. Alors, donc on a dit, première chose à faire, c'est, pour pouvoir étudier cette fonction, après avoir fait le domaine de définition, juste après, qu'est-ce qu'on fait? La dérivée? On dérive, ouais. D'accord? On a fait le domaine de définition juste avant. Maintenant, on veut calculer la dérivée, trouver son signe, en déduire les variations, et on va pouvoir déduire. Alors, quand on dérive ça, qu'est-ce qu'on obtient? Ou comment on dérive cet énorme paquet-là? Alors. Déjà, Si. ça, on va dériver les Oui, vas-y, dis-moi. produits. On va dériver les produits. Alors, on a... Je sais ce qu'il faut faire, mais c'est dur de l'expliquer. Ah, ok, ça va. Je sais ce qu'il faut faire, je sais faire les dérivés. Ok. Alors, à la limite, donne-moi directement ce que ça vaut. Enfin, ou qu'est-ce que tu dois calculer pour trouver ce que ça vaut. On va dériver 6sh et ça va faire 0. Puis on va dériver moins 3 demi s carré blablabla. Ouais. Et ça, ensuite, on va dériver 3 racines de 3 sur 2 blablabla. Et on va additionner les résultats. Tout à fait. C'est bien ça. Donc ça, on a 3 morceaux ici qui sont séparés par des plus et des moins. Ça, c'est quand on regarde U plus V et qu'on dérive ça, on obtient U' plus V'. Donc c'est exactement ce qu'on va faire là. On a U moins V plus W. Quand on va dériver, on va obtenir U' moins V' plus W'. Ça, c'est exactement ce que tu viens de me dire, juste traduit en maths. La dérivée, ici, tu m'as dit elle est nulle, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas de θ. C'est comme si c'était une constante. Maintenant, on veut dériver ce morceau-là. Comment est-ce qu'on dérive ce truc-là? Combien ça vaut, hein, c'est pareil, c'est la même chose. Dis-moi ce que tu sais me dire, c'est pas le... Entre ce morceau et ce morceau, il y a quoi comme opération? Une multiplication. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de la dérivée de ça? Là-dedans, il n'y a pas de θ. Donc la dérivée de ce truc-là, c'est ce morceau-là multiplié par la dérivée de ce morceau-là.
3s carré sur 2 fois la dérivée de cos θ sur sin θ. Est-ce que c'est bon ça? Ouais, c'est un oui timide. Dis-moi si ça va, et si ça va vraiment, dis-moi oui, ça va, il n'y a pas de problème, et puis sinon, c'est pas si clair que ça. Ah, ça va, ça va. Ah, ok. D'accord, donc ce terme-là, il ne dépend pas de θ, donc c'est comme si j'avais n'importe quelle valeur, n'importe quelle réelle, donc il va rester devant. Donc ici, je vais avoir 3 sur 2 s carré, alors le moins, il va rester devant, multiplié par la dérivée de cos θ sur sin θ. Et puis, je vais rajouter à ça, même chose ici, tout le morceau qui ne contient pas θ, on ne va pas s'embêter, on va le garder devant. 3 racines de 3 sur 2 s carré, multiplié par la dérivée de 1 sur sinus θ. On est bon? Donc la seule chose qu'on a besoin de savoir faire, c'est calculer cette dérivée et cette dérivée. Tu peux faire commencer par celle de gauche ou celle de droite? Ou il n'y en a aucune des deux qui te parle? Ça n'a pas l'air de te parler beaucoup. Alors, quand on veut dériver, alors je ne peux pas te refaire tout le... On ne va vraiment pas avoir le temps de toucher aux équations différentielles, sinon je ne peux pas te refaire tout le cours sur ça. Par contre, c'est un cours que j'ai fait à Yamine, normalement en début d'année, donc tu dois avoir accès à ça. Globalement, quand tu veux regarder tes dérivées, il faut trouver la forme de la dérivée. Donc, est-ce que la dérivée, est-ce que la fonction, c'est une constante, juste un réel? Est-ce que c'est quelque chose de la forme x exposant n, parce que ça, on sait le dériver? Est-ce que c'est de la forme k fois une certaine fonction, parce que ça, on sait le dériver? Ça, c'est ce qu'on a fait juste avant. Est-ce que c'est de la forme u plus v, u moins v, u fois v ou u sur v, globalement? Ça, c'est les plus grosses dérivées, on va dire. Ici, on est de quelle forme? Ici, on a une fonction de θ en haut, une fonction de θ en bas. Celle-là, elle est de la forme une fonction divisée par une autre fonction. Est-ce que tu te rappelles de la dérivée de ça? Tu m'as dit non, c'est ça? Ok, ça m'a l'air loin, hein, tout ça. Alors, la dérivée de ça, c'est de la forme u'v moins uv' divisé par v carré. Ça te parle, cette... Oui, je me souviens de ça, c'est juste que j'étais encore en train de réfléchir à comment on dérive cosinus et cosinus. Ok, mais ça, je vais te le dire après, ça. C'est pas ça, c'est que la partie finale. Ce qui est important, c'est de comprendre le schéma global. Une fois que tu es là, la cos, je vais te donner un moyen mnémotechnique de t'en rappeler, tu vas le trouver tout de suite. Donc ça, c'est bon. Et ça, c'est de la forme aussi u sur v, mais avec 1 et sin carré. Bon, pour la dérivée de cos et sin, c'est très simple. Tu reprends ton dessin là, de cercle trigo, tu mets le cosinus ici, le sinus ici. En face du sinus, il y a moins le sinus. En face du cosinus, il y a moins le cosinus. Quand on dérive, on va vers la droite, donc on tourne dans ce sens-là. Dérivée droite. Si tu te rappelles de ça, la dérivée du sinus, c'est le cosinus. La dérivée du cosinus, c'est moins le sinus, etc., etc. Et comme ça, il n'y a rien à se rappeler, il y a juste à se rappeler du petit dessin. Donc ça, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est celle qui est écrite en bleu juste au-dessus. Ok, donc si je dérive cos θ sur sin θ, qu'est-ce que je vais obtenir? On va le faire tourner. Qu'est-ce que c'est ma fonction u de x? Qu'est-ce que c'est ma fonction v de x? Quand j'écris des choses comme ça. Avec cosinus. Ouais, je vais enlever le x là. Hop. Je vais remettre θ, parce qu'on a des θ partout. Cos θ, sinus θ. Donc avec ce que j'ai dit juste avant, qu'est-ce que ça vaut u' de θ?
dérive cosinus. Cosinus, il est là. Je le dérive, j'obtiens moins sinus. OK? On dérive dans ce sens. Ça va? Dis-moi si c'est complètement flou. Alors, je ne sais pas si c'est dans la famille que vous n'êtes pas trop bavard ou si c'est juste que la technique vous coupe le micro, mais je ne vous entends pas beaucoup me répondre avec ton frère. C'est clair? Ça va ou ça va? Oui, c'est clair. Oui. Okay. Donc, moins sinus θ. Et si je dérive maintenant sinus θ, je suis ici, je dérive, j'obtiens cos θ. En fait, une fois que tu as écrit ça, tu as remarqué que sa fonction, c'était de la forme U sur V, donc sa dérivée, elle est de la forme U'V moins UV' sur V carré. Et là, tu as UV, U'V'. Donc là, il n'y a plus qu'à appliquer. Et donc, tu vas obtenir quoi comme dérivée de cos θ sur sin θ? Du coup, ça va donner donc, moins sinus θ fois sinus θ Ouais. moins cos θ au carré. Exactement. Faut cos θ, le tout divisé par Cos θ au carré. sin θ. Sin. Ouais. Ok, donc ça là, on est bon. On peut faire pareil avec 1 sur sin θ. Si je dois dériver 1 sur sin θ. Tu as la formule directement ou on réapplique la même chose? La dérivée d'1 sur U. Et U' sur Ouais, c'est ça. Moins U' sur U carré. Donc soit on l'a, soit on utilise U sur V avec U égale 1 et donc U' égale 0. Donc la formule va se simplifier à ce niveau-là. Sur V. Donc tu as le choix, soit tu connais le truc, soit tu le fais comme ça. Ici, on n'a qu'une fonction, donc c'est sinus θ. Donc ça, c'est sinus θ. Ici, on va avoir sinus θ carré, ça ne va rien changer. Et par contre, moins U', ça c'est au carré. Et donc on a dit, si on dérive le sinus, on obtient le cos. Ça va? Donc moins U', ça fait moins cos θ. C'est bon? Pas trop. Alors, je suis désolé, mais soit ton micro merde, soit tu me réponds pas trop. Mais je n'ai pas entendu si c'était OK pour toi. Non. Alors tout à l'heure, ça a fait pareil. Toi, tu m'entends quand même ou... Oui. Ouais. C'est bon la dérivée? Pas. Tu peux me dire si c'est pas bon. Non, c'est bon. OK. Alors, on a nos deux dérivés. Après, on va pouvoir tout remettre. Je crois. Je ne sais pas comment on va réussir à tenir les délais là, mais bon, hop, on va y arriver. Si on regarde ce qu'on a là-haut, ça fait moins sinus θ carré moins cosinus θ carré, le tout divisé par sinus θ au carré. Est-ce que tu te rappelles ce que ça fait sinus carré plus cosinus carré? Ça égale à quelque chose? Combien ça vaut? Tu vois pas? Ça te parle pas du tout? Ah, le micro, c'est une catastrophe. Je sais pas si c'est... Débranche le casque pour voir si c'est un problème de micro du casque, parce que je t'entends vraiment... Je t'entends pas, en fait. Donc, c'est embêtant pour faire un cours. Si tu débranches le casque, peut-être je t'entendrai mieux.
t'entends toujours pas. Ah, Là, je t'entends. Est-ce que tu sais ce que ça vaut, sin plus cos? Sin carré plus cos carré? 1. 1, exactement. Donc, qu'est-ce que ça va valoir? Moins sin carré, moins cos carré? Moins 1, exactement. Donc, la dérivée de notre premier morceau de fonction, c'est moins 1 sur sin carré. Ok, on va remettre tous les blocs ensemble. On était en train de dériver ce gros machin. Ça vaut 0 la dérivée. Ici, on vient de trouver la dérivée de ça et de ça. Donc, on n'a plus qu'à remettre tout ça ensemble. Donc, on va obtenir que A' de θ, c'est donc le morceau qui est devant, moins 3/2 de S carré, multiplié par la dérivée du terme de ce terme-là. Donc, c'est ce morceau-là. Donc, c'est moins 1 sur sin carré θ. Et le deuxième morceau, c'est racine de 3 sur 2s carré fois cette dérivée. Donc plus 3 racine de 3 sur 2s carré multiplié par moins cos θ sur sin θ carré. Ça va? Ouais. Ok. Alors, on veut, comme on l'a dit tout à l'heure, là, on va vouloir étudier le signe de cette dérivée. Pour étudier le signe de cette dérivée, on a besoin que ce soit écrit sous la forme de facteur, plutôt donc une forme factorisée, parce que ce sera beaucoup plus simple. Par quoi on peut factoriser ce machin-là? Donc, on a un plus qui traîne ici, qui nous embête, parce qu'on aimerait avoir que une multiplication. Par quoi on peut factoriser ici? Je sais pas. Peut-être il faut juste que tu parles plus fort. Parce que je ne sais pas si tu me parles ou si tu ne me parles pas. Mais... non, je dis... Bon. T'as pas choisi l'exo le plus simple du monde, hein, non plus, il faut le dire. Donc ici, on regarde tout ce qui est commun entre ce morceau-là et ce morceau-là. Oui. Il y a pas mal de choses communes ici, quand même. On a un 3 ici. On a 3 demi-s carré. Ouais. Et on a moins 1 sur sinus de θ au carré. Tout à fait. Hop. Donc, tout ça, on peut le mettre devant. Donc, si je le mets devant, j'ai 3 demi s carré multiplié par moins 1 sur sin carré θ. On met le carré. Hop. Sin carré θ. Et qu'est-ce qui me reste dans la parenthèse ensuite? Il faut qu'on enlève tout ce qui est en jaune. Sur ce premier terme, il me reste moins 1. Moins 1, tout à fait. Et sur le deuxième terme? Plus racine de 3 cos θ. Parfait. Donc là, on a fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'on a un premier truc qui multiplie un deuxième truc. Donc on a fait le boulot. On a fait le boulot. Maintenant, il va rester à étudier le signe. Mais le signe, maintenant, c'est une multiplication ici. Donc si on connaît le signe de ça et de ça, on sait déduire le signe de A'. Ça, c'est OK aussi? Oui. OK. Alors, quel est le signe de ce truc? C'est positif. C'est positif. Quel est le signe de celui-là? Négatif. Ouais, parce que c'est sinus au carré, ça va être tout le temps positif et il y a un moins devant et exactement. le 1,5, etc. C'est parfait. Hop, ici on est négatif, ici on est positif, très bien. Et ici, comment on étudie le signe de ça? La méthode qui marche tout le temps, c'est on regarde quand est-ce que c'est nul. Okay.
Quand on peut regarder directement le signe, comme ici, on le fait, parce que c'est beaucoup plus simple. Ici, on va regarder quand est-ce que c'est nul. Quand est-ce que moins 1 plus racine de 3 cos θ est égal à 0? Comment on peut résoudre cette équation? À quoi est égal cos θ? À quoi est égal racine de 3 cos θ? Moi, je crois que tu sais le faire, hein, parce que tu maîtrises depuis tout à l'heure, en fait, je pense. Détends-toi, hein, moi, je suis cool, hein, tu sais, je parle vite, mais je suis cool. Hein. Simplement, on essaie de résoudre cette équation, donc on essaie d'écrire à quoi est égal celui-là, et après on résoudra avec ce qu'on sait faire. Le but ici, c'est d'écrire cos θ égale quelque chose. Donc on fait passer ce morceau-là de l'autre côté. Donc on obtient que racine de 3 cos θ est égal à... Comment je fais pour faire passer celui-là de l'autre côté? T'es pas à l'aise avec les équations? Alors regarde, si je fais comme ça. À quoi est égal racine de 3x? Non? Comme ça non plus, ça te parle pas? Du coup, c'est égal à 1. Ouais. Ok. Donc là, même chose ici. Ce qui m'intéresse, c'est d'enlever ce moins 1, donc je vais faire plus 1, et comme j'ai une égalité, je fais plus 1 des deux côtés. Vas-y, dis-moi. Donc du coup, ça donne cos θ est égal à 1 sur racine de 3. Ouais. Et quand on veut θ? Je suis... Alors, c'est pas une valeur particulière de cos θ, ça. D'accord? Donc, te fais pas mal au cerveau à aller la chercher dans celle qu'on est censé connaître. Elle n'en fait pas partie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va simplement utiliser la calculette et utiliser la fonction. Alors, soit on l'appelle arccos, de la valeur qui est ici, soit ça s'écrit, enfin sur la calculette, ça dépend, cos moins 1 de ce truc-là. C'est OK ça? Tu te rappelles du passage là? Oui. Je t'entends vraiment pas, je suis désolé. Ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression que je te bloque à chaque question que je te pose, mais ça ne me semble pas que ce soit le cas. C'est OK ces fonctions? Oui. Vous êtes vraiment timide dans la famille. Alors, d'accord, donc là on utilise la calculette. Quand on utilise la calculette, alors je crois même que ça marche sur un téléphone. Hop. Si je fais racine de 3, ensuite je fais 1 sur x et je prends la fonction cosinus moins 1, j'obtiens que θ c'est environ 54,7 degrés. Ouais. Et si je le veux alors en radian, je sais pas en radian. En radian, puisqu'ici on travaille en radian quand même. Hop. Donc on va plutôt travailler en radian. Ça fait. Là je ne l'ai pas. Pourquoi il ne me le sort pas? Bon, je n'ai pas le truc ici, donc on va le faire à la main. C'est bon pour passer de degrés en radian, tu sais le faire?
Dis-moi, qu'est-ce qui te pose problème? Parce que Rien, c'est rien. trop... Rien, mais tu me réponds. Tu me réponds à chaque fois ou c'est juste moi qui t'entends pas ou tu me réponds pas? Franchement, il faut que tu utilises au mieux l'heure et demie qu'on va passer ensemble. Donc, il faut vraiment que tu me parles, hein. Pour toi, c'est le mieux, hein. Ouais, c'est juste que tu es timide. C'est- Profite d'être là et de me poser des questions parce que si je suis là et que je fais que parler, je ne vais pas servir à grand chose. Donc, le mieux, c'est que tu me poses des questions quand c'est pas clair ou que tu m'expliques les choses telles que tu les vois toi, parce que moi, je les vois à ma façon, mais toi, tu les vois à ta façon à toi. Ok, donc ici, on a Theta qui va ça. Jusqu'ici, c'est bon pour toi? Tu as compris comment on y est arrivé? Mm. Tu me dis ça veut dire oui? Oui. Ok. Allez. Alors, là, on traduit ça en radians, parce que nous, on travaille sur 0 pi. Donc, si on travaille sur 0 pi, ça veut dire qu'on travaille avec les radians. Ça, c'est OK aussi? On sait que pi radian, c'est 180 degrés. Nous, on cherche combien de radians pour 54,7 degrés. Donc ici, quand je fais ce calcul-là, je vais faire 54,7 fois pi divisé par 180. Et ça va me donner la valeur en radians. Donc je vais faire ça de suite. 54 fois pi, le tout divisé par 180. Et on trouve 0,954 si je n'ai pas fait de bêtises en tapant la calculette. Ok, donc là, ce qu'on vient de faire, c'est on a pris notre fonction, on regarde sur 0 pi, on la dérive, on regarde quand est-ce qu'elle s'annule. Quand on regarde notre dérivée, c'est cette fonction-là. Donc, elle ne s'annule pas ici. Elle ne s'annule pas ici. On a viré toutes les valeurs qui étaient nulles pour pas avoir de problème. Donc, ça ne peut pas s'annuler. Ça ne peut pas s'annuler. Le seul endroit où elle va s'annuler, c'est ici. Et c'est pour θ environ 0,954. Tout ça, c'est bon? Ok. Donc, on va prendre cette fonction et on va regarder, on va tracer le tableau qu'on doit faire toujours. Donc on regarde x entre 0 et pi et on doit regarder chacun des morceaux. Donc 3 demi de s carré, on a dit c'est toujours positif. Moins 1 sur sinus θ carré, on a dit c'est toujours négatif. Ensuite, on a le morceau qu'on vient de voir. Moins 1 plus racine de 3 cos θ. Et on a la valeur qu'on a mise ici, 0,954. Pour cette valeur-là, ce truc-là, il vaut 0. Parce que c'était la solution de cette équation-là. Ça va? Ok. Alors, est-ce qu'on est positif avant, négatif après? Comment on peut savoir ça? Ici, il y a une technique. Vas-y, dis-moi. Il y a une technique qui marche toujours ici. D'accord? Quand on veut étudier le signe de différents blocs comme ça, on regarde quand est-ce que ça s'annule. Une fois qu'on sait quand est-ce que ça s'annule, les valeurs pour lesquelles ça s'annule, on les met là-haut. Donc s'il n'y en a qu'une seule, comme ici, ben, ça c'est OK. Ensuite, quand tu as besoin de savoir le signe là-dedans, comme le seul endroit où ça s'annule, c'est ici, ça veut dire que sur tout cet intervalle, on a le même signe. C'est le même signe, et du coup, on calcule une valeur au hasard et on regarde le signe. Et voilà. Et quand tu me parles, c'est mieux. J'ai pas besoin de répéter plein de choses comme ça. Hop, ok. Donc ici, si on prend une valeur, par exemple la valeur 0, on peut facilement faire ce calcul. Cos de 0, ça vaut combien? Hop. Donc on a l'angle 0 qui est ici. Le cosinus, il vaut... Ça y est, je t'ai reperdu. Cosinus de 0, ça vaut
ça vaut 1. Comme ça vaut 1, est-ce que ce truc-là, il est positif ou négatif? Racine de 3, c'est plus grand que 1 ou c'est plus petit que 1? C'est plus grand. Ouais. D'accord. Racine de 1, ça vaut 1. Racine de 2, ça va être plus grand que 1. Racine de 3, plus grand que 1 aussi, etc. Donc racine de 3, il est plus grand que 1. Donc 1 plus racine de 3, c'est positif ou négatif? Si lui, il est plus grand que 1, quand je rajoute à moins 1 un truc plus grand que 1, moins 1, il est ici, et je vais lui rajouter un truc plus grand que 1. Donc je vais arriver à quelque chose de positif. Donc là, je suis positif. Et si je prends un pi, cos de pi, c'est le cosinus qui est de l'autre côté, donc ça vaut moins 1. Donc je vais avoir moins 1, moins racine de 3, donc je vais être négatif. Ça marche? Ça, c'est les trois morceaux qui composent notre dérivée A' de θ. Qu'est-ce que tu peux me donner le signe de A' de θ, sachant qu'A' de θ, c'est ça, fois ça, fois ça. Tu comprends ma question? Oui. Donc du coup, ça va s'annuler pour la même valeur que moins 1 plus racine de 3 cos θ. Oui. Ce sera négatif avant et positif après. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la fonction A de θ? Elle est décroissante. Le minimum, il est dans la valeur qu'on a calculée que j'ai oubliée. Ouais. Et ensuite, ça va croissant. Tout à fait. Ok. Donc si on revient à l'exo de départ, hop, étudier la fonction, c'est ce qu'on vient de faire. Notre job, c'est en déduire l'angle θ qui minimise la surface A de θ d'une telle alvéole. C'est combien la valeur de l'angle de θ qui minimise l'air? Ça te parle quand on demande ce qui minimise l'air, c'est ok ça pour toi? Minimiser? Ou c'est pas très clair ce que ça veut dire? Ça veut dire le minimum de A θ, donc du coup, c'est Ouais. valeur Tout à fait. Voilà, exactement. D'accord. On est en train de regarder la fonction A de θ ici. On voit que ça décroît plus ça croît. Donc ici, on a un minimum. Ce minimum, il est atteint pour l'angle en radians 0,954 radians. Ouais, c'est bon? Donc là, on a répondu à la première partie de la question, déduire l'angle, et ensuite, on veut déterminer en fonction de S et H la surface correspondante. Ça revient à faire quoi, ça? Okay. Qu'est-ce qu'on te demande de faire, tout simplement? Qu'est-ce que ça veut dire déterminer la surface correspondante? Donc la surface minimale, celle qu'on a minimisée, ça revient à calculer quoi simplement? C'est A θ pour... Ouais, pour θ égale A de 0,954
900. Ouais, exactement. C'est exactement ça. D'accord? Donc ici, on reprend la fonction a de θ. On met θ égale 0,954. On fait attention à bien être en radian dans notre calculette quand on le fait comme ça. Donc on remplace ici 0,954, 0,954, 0,954. Et on va pouvoir regarder ce que vaut l'air pour ce truc-là. Et ça dépendra forcément de S et de H, puisque S et H, ici, on n'a pas de valeur, donc il faut les laisser. Ça va? Ouais? Pas trop? Un peu? C'est pas clair. Dis-moi, Delina, c'était OK ou c'est pas OK? Oui. OK. D'accord. Θ ici, on l'a trouvé comme solution de cos θ, juste, égale 1 sur racine de 3. Donc on va pouvoir utiliser à la place de cos θ ici, c'est le θ un peu spécial, ça c'est 1 sur racine de 3. Ça nous simplifiera un petit peu les choses, il n'y aura pas besoin de mettre des valeurs approchées par exemple. Et si on a 1 sur racine de 3, on peut en déduire aussi combien vaut sinus de θ en utilisant la formule qu'on a vue tout à l'heure, qui était sin carré de θ plus cos carré de θ égale à 1. Bon, ça c'est du détail et ça vient surtout du fait que la fonction qu'on a choisie dans cet exercice est particulièrement compliquée. On peut faire les choses beaucoup plus simplement. Ce qui est important de comprendre, c'est le processus par lequel on fait les choses. Donc toujours, on regarde le domaine de définition, on dérive, on factorise la dérivée, on regarde le signe de chacun des facteurs. Pour ça, on regarde quand est-ce que c'est nul, et après on calcule en dehors si c'est positif ou négatif. On a déduit le signe de la dérivée, on en déduit les variations de la fonction, et à partir de ces variations, tu vas savoir s'il y a des minimums et des maximums. Et là, tu reviens à l'exercice pour savoir qu'est-ce qu'on te demandait. Est-ce que c'est un maximum ou un minimum? Ça va, c'est relativement clair? Ok, alors comme il nous reste, comme c'est passé à une vitesse folle, on va parler assez rapidement des limites des asymptotes si on veut pouvoir parler des équadifs. Alors, tu m'as dit les asymptotes, c'était utilisé pour tracer les fonctions, c'est bien ça? C'est comme ça que tu les as utilisés. Ouais? Il faut que tu me fasses une phrase à chaque fois, sinon le micro il se déclenche pas si tu parles pas assez fort, donc je t'entends pas me répondre. Alors, asymptote, quand on parle d'asymptote, on est toujours relié avec les limites de fonction. Une asymptote, c'est toujours une droite. C'est la première chose, c'est toujours une droite. Essentiellement, j'imagine que les deux qu'on t'a fait voir, c'est les asymptotes horizontales et les asymptotes verticales. C'est bien ça? Tu en as vu d'autres? Tu sais plus? Je suis les obliques. Les obliques aussi, tu les as vus cette année-là, dans les exos qu'on t'a fait faire? Ok. Bon. Dans tous les cas, voilà, c'est les trois possibles. Donc, on va essayer de faire un cours accéléré sur les asymptotes. Donc, il y a trois situations possibles. Soit on a une asymptote horizontale. Ça, c'est facile. Vas-y, dis-moi. Je n'ai pas entendu. Ça, c'est bon. Ah, ça, c'est bon? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qui n'est pas bon, du coup, sur les asymptotes? Celles qui s'obliquent. Ah, ok, mais il fallait me le préciser, là. Ta maman m'a parlé des asymptotes, toi, tu me parles des asymptotes, mais... Ok, alors, les obliques... ok. Alors, je vais reprendre mon dessin. Parce que je ne pensais pas qu'on te les avait donnés. Alors, les obliques, ça veut dire que tu vas avoir une droite. Et que la courbe, comme pour toutes les asymptotes, la courbe va venir se coller à cette droite. Cette droite, si elle est oblique, ça veut dire que c'est la représentation graphique d'une fonction affine. Donc son équation, c'est quelque chose de la forme y égale à x plus b. Ça, c'est bon? Ok. Et la fonction, elle va venir se coller dessus. Et comme pour les asymptotes horizontales, ça ne peut se passer qu'en plus ou moins l'infini. D'accord? Donc alors, je vais rajouter une feuille du coup, puisque... oblique. Droite. Donc
l'asymptote en elle-même, c'est une droite d'équation y égale ax plus b. Parce que ça, c'est une droite, c'est une fonction infinie. Et ça ne se passe, c'est une limite en l'infini. C'est toujours en plus ou moins l'infini, les asymptotes obliques. On ne peut pas les avoir autrement, puisqu'il faut que la courbe puisse venir se coller contre. Pour les trouver, alors ça m'étonnerait qu'on te les demande directement sans te faire calculer d'abord un truc. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder la limite de notre fonction moins l'équation de notre asymptote oblique quand x tend vers l'infini. Et on veut que ça tende vers 0. C'est comme ça que tu l'as vu? Ok. Alors, qu'est-ce qui te pose problème dans ça? À quel moment c'est difficile? Parce qu'il y a plein de façons. Le problème, c'est que c'est pour ça que je t'avais demandé si tu avais un exo sur ça, parce qu'il y a plein de façons de voir les choses. Et donc, soit on te fait calculer directement une limite de cette forme-là, et on te donne A et B. Ici, par exemple, on dit calculer f de x moins 2x plus 1, et quand tu fais le calcul de ta limite, tu t'aperçois que c'est 0. Et donc là, tu en déduis qu'il y avait une asymptote oblique. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, je vais tous te les donner, parce que comme ça, c'est que tu as une certaine fonction f de x, et on te dit, montrer que on peut écrire f de x comme ax plus b plus un autre terme, ici par exemple, je sais pas, 3 sur x moins 1. Et ensuite, une fois que tu as écrit ça sous cette forme-là, tu vas calculer ta limite. Parce que quand tu vas calculer ta limite, ce terme-là, il va tendre vers 0. Donc ce morceau-là, ou alors on va te dire calculer f de x moins x plus b. À la fin, ça revient toujours à ça, parce que ce qu'on est en train de regarder, donc en bleu ici, c'est la courbe de la fonction f. Donc si je me place en un point donné, là je prends un certain x. Le point rouge ici, il a pour ordonnée ax plus b. Et le point bleu ici, il a pour ordonnée f de x. Donc quand je regarde f de x moins x plus b, je suis en train de regarder l'écart qui est ici. Ça va? Donc cet écart-là, qui s'appelle f de x moins x plus b, on peut mettre une valeur absolue si on veut, mais ça ne change pas grand-chose. Ce qui nous intéresse, c'est que la courbe bleue doit venir se coller sur la courbe rouge. Donc il faut que cet écart-là, quand x grandit, x devient très grand, ce truc-là, il tende vers 0. Et essaie de m'expliquer ce qui te pose problème dans les exercices. Avec ces asymptotes obliques. Est-ce que c'est au moment de les tracer? Est-ce que c'est au moment de calculer les limites? Parce que si tu me dis que tu as besoin de les travailler, c'est que tu sais qu'il y a des choses qui sont difficiles. Qu'est-ce qui est difficile? Parce que sinon, je vais avoir du mal à t'aider si tu ne me dis pas ce qui pose problème. Finalement, c'est tout simple, il n'y a pas de problème. À quel moment on te fait faire ce genre de truc dans les exos? Il faut que tu m'aides, Délina. Qu'est-ce qui te posait problème? C'était le calcul de la limite? Ou trouver l'équation de la droite, de l'asymptote? Ou la dessiner? Aucun des trois? Et tu arrives à être moins bavarde que Yamine, hein, c'est pour dire, hein, quand même. Ah. C'est pas facile à battre, hein, c'est l'élève le moins bavard que j'ai. Essaie de me dire, mais avec tes mots, je traduirai moi-même.
je te poserai les questions pour comprendre. Mais essaie de me dire ce qui te pose problème. Non, ça n'arrivera pas? Est-ce que tu préfères qu'on parle d'équations différentielles? Est-ce que tu préfères qu'on arrête? On peut aussi arrêter si tu veux. Si tu as l'impression que ça ne t'aide pas, ou si tu es trop stressé, le but, c'est pas que tu sois stressé. Hein. Le but, c'est que je t'aide. Si ça ne t'aide pas, c'est pas la peine qu'on continue. Oui. Okay. Est-ce que tu veux qu'on essaie de faire quelque chose avec les asymptotes obliques ou on passe aux équations différentielles? Parce que si tu m'aides pas, je peux pas t'aider sur les asymptotes obliques, je peux pas t'en dire plus parce que je peux te faire un cours complet sur le truc, mais ça va pas t'aider, quoi. Si tu me dis pas à quel endroit ça bloque. On essaie les équations différentielles? Oui. Allez. Alors. Il y a un bon côté dans ce que tu as à faire avec les équations différentielles, c'est qu'on ne te demande pas de faire des maths. Presque pas. Donc si tu as bien pigé les 3 trucs qu'on t'a demandé de faire, qu'on te demande de savoir faire, tu peux répondre à un paquet d'exos presque sans faire de maths. Presque. Alors, ce qu'il faut comprendre, je vais essayer de faire au plus compact possible. Une équation différentielle, contrairement à une équation classique, où d'habitude, par exemple, 2x plus 3 égale à 4, l'inconnu, c'est x. X, c'est un nombre. Dans une équation différentielle, l'inconnu, c'est une fonction. En général, dans l'équation en elle-même, on va avoir la fonction, sa dérivée, et puis on peut avoir plusieurs autres dérivées. On va avoir f seconde, f tierce, etc. Donc, globalement, toi, ce que tu vas voir, c'est des équations, donc une égalité dans laquelle on va faire intervenir une fonction et puis sa dérivée. En général, on va les noter y de x et y' de x, ou y de t et y' de t. Ça va? Ouais. Donc, c'est une équation qui fait apparaître, par exemple, alors soit on peut la noter comme ça, y' égale 2y, ça sous-entend que y c'est une fonction. J'ai l'impression que dans les exos, on te le note toujours avec la variable de la fonction. Donc par exemple, y' de x égale 2 fois y de x. Donc ici, l'inconnu, c'est bien la fonction qui est ici. C'est une fonction de x, et on fait apparaître sa dérivée. Ou une autre qui est utilisée dans un de tes exercices, y' de x égale moins x plus 1 sur x plus 2, y de x. Ça, c'est une équation dont l'inconnu, c'est cette fonction y ici. Ça, c'est clair pour toi jusque-là? Alors, il y a 3 choses qu'on me demande de savoir faire. La première, c'est savoir montrer qu'une fonction est solution d'une équation différentielle. Donc, pour faire ça, on regarde l'équation différentielle. En général, elle va faire apparaître la fonction elle-même et puis sa dérivée. Donc, pour pouvoir vérifier que la fonction elle est bien solution, il te faut calculer la dérivée. Tu vas calculer la dérivée de la fonction dont on te demande de montrer qu'elle est solution. Et ensuite, tu vas vérifier que si tu remplaces ta fonction et sa dérivée dans l'égalité, dans l'équation différentielle, l'égalité, elle est bien vérifiée. Donc, je prends un exemple pour éviter que ce soit complètement flou. On a l'équation différentielle qui est donnée ici. Y' égale 2y sur x. C'est y' de x égale 2y de x sur x. C'est une équation différentielle comme une autre. Et si on te demande de montrer que la fonction f de x égale x carré est solution, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dériver f de x, qu'on obtient 2x. Donc là, maintenant, j'ai ma fonction et sa dérivée. Et je vais remplacer y et y' par ma fonction et sa dérivée. Et je dois vérifier que cette égalité-là, elle est bien vérifiée. Si je remplace y par f de x, je vais avoir 2 fois f de x sur x. 2 fois f de x sur x, ça fait 2 fois x carré sur x, donc ça fait 2x. Et 2x, c'est bien f'. Donc j'ai bien vérifié que si f de x égale x carré, alors j'ai bien cette chose-là qui est vérifiée. Est-ce que c'est clair pour toi, ça? Oui. Donc ce que tu dois faire quand on te demande de vérifier que c'est solution, c'est simplement prendre la fonction, la dériver, remplacer la fonction et sa dérivée dans ton équation différentielle et t'assurer que l'égalité de l'équation différentielle, elle est bien vérifiée. Si j'avais pris autre chose que ça, par exemple, si j'avais mis un 2 ici,
quand je dérive, j'obtiens 4x. Donc si je fais 2 fois f de x sur x, là ça ne va pas marcher parce que ça marche parce qu'elle est linéaire. Si j'avais pris une autre fonction, par exemple x cube ici, j'aurais eu 3x2 ici, et je n'aurais pas pu écrire l'égalité, parce que y' n'aurait pas été égal à 2 fois y sur x. Ok? Donc ça, c'est la première chose que tu dois savoir faire. Ça va montrer que tu trouves une solution. Donc essentiellement, il faut que tu saches dériver et remettre tout ça dans l'équation de départ. La deuxième chose, c'est savoir trouver des solutions constantes. Donc, pour trouver des solutions constantes, ça veut dire que la fonction solution va être une constante. Si la solution, c'est une constante, par exemple f de x égale à k c'est un réel, ici ça appartient au réel, alors sa dérivée, elle est nulle. Parce que comme tu me l'as dit tout à l'heure, la dérivée d'un truc nul, c'est 0. D'une constante, c'est 0. Ça veut dire que tu as une fonction qui est k, sa dérivée qui vaut 0. Donc maintenant, ce que tu as juste à faire, c'est que tu prends ton équation différentielle, à la place de y, donc de la fonction qui est dans l'équation différentielle, tu mets k, la fameuse constante. À la place de la dérivée, tu mets 0. Et quand tu as ces deux choses-là, tu obtiens une seule équation simple dont l'inconnu, c'est k. Et donc, quand tu fais ça, tu vas obtenir une équation simple, tu peux la trouver, tu vas trouver k, et une fois que tu as résolu cette équation, que tu as trouvé k, bah, tu redis que la solution constante, c'est f de x égale k avec la bonne valeur. Donc, si je prends un exemple, j'ai cette équation différentielle ici, y' égale 2y plus 3, je cherche des solutions constantes, donc qu'est-ce que je vais faire? À la place de y, je vais mettre une constante, donc je vais prendre f de x égale k. À la place de y', je vais avoir f' de x égale 0. Donc quand je remplace par les deux, j'obtiens l'équation en k qui vaut 0 égale 2 fois k plus 3. Ça, je le résous et j'obtiens k égale moins 3 demi. Donc une solution constante de cette équation différentielle, c'est f de x égale 3 moins 3 demi. Est-ce que ça va, ça? Tu l'avais compris, ça? C'est bon? Oui. T'as pas l'air convaincu. Il y a des trucs qui sont pas très clairs? On va réussir à faire un exo de toute façon. La troisième chose que tu dois savoir faire, c'est utiliser... Tu voulais me dire quelque chose? Une seconde. Voilà. C'est bon. Ok. La troisième chose que tu dois savoir faire, c'est passer du français aux maths, pour le dire simplement, et des maths au français. C'est-à-dire de savoir écrire une équation différentielle à partir du français, et puis savoir lire, en gros, traduire une équation différentielle en français, pour l'expliquer. Donc pour ça, il y a trois choses importantes. Le taux de croissance d'une quantité ou d'une population, l'effectif de cette population, et puis le coefficient de proportionnalité, pour faire simple. Donc si tu sais traduire ces trois choses-là, c'est les trois choses qui sont dans le petit truc, le petit précis que m'avait envoyé ta maman. Le taux de croissance, c'est toujours comment est-ce qu'évolue une quantité. Et donc ça, c'est donné par la dérivée de la fonction qui donne la quantité. Donc si par exemple j'ai un effectif, donc une population qui est donnée par la fonction n de t, donc autant t, n de t, ça donne l'effectif de la population, le taux de croissance de cette population, il va être donné par la dérivée de cette fonction. Ça va, ça? Alors, quand tu réponds pas, normalement, ça veut dire non. Okay, si on me donne la population d'une bactérie, par exemple, on me dit B de t, c'est la fonction qui me donne la population d'une bactérie au temps t. Si je regarde B' de t, la dérivée de cette population, ça, c'est le taux de croissance. Donc, c'est comment et à quelle vitesse évolue la population. C'est totalement abstrait ou ça va? Ça va. Ok. Et le troisième truc, parce que tu regardes que des équations différentielles, entre guillemets, relativement simples, c'est la proportionnalité. On va utiliser toujours un coefficient de proportionnalité entre le taux de croissance et la population de départ. Donc globalement, essentiellement, ce que tu vois, c'est des choses de cette forme-là. On va pouvoir les modifier un petit peu, mais ça veut dire que si on a une population, un effectif qui est donné par n de t, son taux de croissance est donné par n' de t, et la plupart du temps, on va regarder des choses
en tout cas dans tous les exos que tu as là, le taux de croissance, il va être proportionnel à l'effectif. Et être proportionnel à quelque chose, quand deux quantités sont proportionnelles, ça veut dire que la quantité numéro 1, c'est K fois la quantité numéro 2. Et donc là, on dit le taux de croissance est proportionnel à l'effectif. Et le coefficient de proportionnalité, c'est ce fameux petit k qui est ici. Ça va, ça? Ouais. Quand on écrit cette chose-là, donc taux de croissance est proportionnel à l'effectif, je suis exactement en train d'écrire une équation différentielle ici. D'accord? J'ai bien la dérivée d'une fonction, une fonction et un coefficient. Et après, ce coefficient, il peut être plus ou moins compliqué, mais ce qui est important ici, c'est qu'on a bien une fonction et sa dérivée. Donc, on a une équation différentielle. Ouais? Alors, essayons d'appliquer ça dans un exercice, dans la demi-heure qui nous reste. Alors, on observe une population de microbes se développant de manière malthusienne. Bon, malthusienne, je ne sais pas si tu es censé le savoir, mais c'est traduit juste après. C'est-à-dire dont le taux de croissance, au temps t, est proportionnel à la taille de la population. Ouais? Tu vois les trois mots que je viens de décrire? Hop. Taux de croissance, proportionnel, taille de la population. La taille de la population, on l'appelle N de t. On nous dit, en notant K, la constante de proportionnalité ou le coefficient de proportionnalité, donner une équation différentielle modélisant cette situation. Alors, quelle va être l'équation différentielle ici? Alors, on a la taille de la population qui est donnée par la fonction N de t. Par quelle fonction va être donné le taux de croissance au temps t? Donc, le taux de croissance de cette population. Quelle est la fonction qui va te donner ça? Oui. Juste ici. Le taux de croissance d'une quantité est donné par la dérivée de cette quantité. Donc ici, si c'est le taux de croissance de la population, ça va être donné par quelle fonction? On le refait tranquillement. Dès que tu vois le mot taux de croissance, il faut savoir le taux de croissance de quoi. Donc ici, on parle du taux de croissance de quoi? La population. Ouais, et la population est donnée par quelle fonction? Quelle est la fonction qui te donne l'effectif de cette population? Donc, effectif, quantité, taille, etc. Tout ça, c'est la même chose. Ça veut dire combien il y a de microbes, parce qu'ici, on parle d'une population de microbes. D'après l'énoncé, quelle est la fonction qui te donne le nombre de microbes à l'instant t?
n'as pas besoin d'inventer, il y a juste à lire. Je n'ai pas surligné grand-chose normalement. Parler ce que j'ai surligné. Il y a le nom de la fonction qui te donne la taille de la population de microbes. C'est la fonction n grand N de t. Ouais. Cette fonction grand N de t, elle te donne le nombre de microbes à l'instant t. Donc, si on parle du taux de croissance de cette population, quelle est la fonction qui va te donner le taux de croissance? Sachant qu'on a dit que le taux de croissance d'une quantité, c'était la dérivée de cette quantité. Ici, ça va être la dérivée de la fonction qui te donne la quantité, l'effectif, la taille de la population. Ouais. Dis-moi hein, si c'est évident, il faut que tu me le dises, mais il faut que tu l'explicites. D'accord, dans ton énoncé, il va y avoir toujours que quelques infos finalement. Parce que tout ce que tu cherches à trouver, toi, à chaque fois, c'est un truc qui est une dérivée ici, une certaine fonction dérivée y, qui va dépendre d'une autre fonction y. Pardon, une dérivée qui va dépendre de la fonction y de départ. Et puis là, il va y avoir un espèce de coefficient de multiplication, un coefficient de proportionnalité, qui va être plus ou moins complexe. Mais à chaque fois, c'est sous cette forme-là que tu vas avoir tes équations différentielles. Donc ici, et ensuite, on veut noter K, la coefficient de proportionnalité. On a dit juste au-dessus, la première phrase de l'énoncé, elle te dit le taux de croissance au temps t de la population nt, donc autrement dit n' de t, est proportionnel à la population. Être proportionnel à quelque chose, ça veut dire qu'entre le premier truc et le deuxième truc, on a un coefficient ici. Ouais? Oui. Et ce coefficient, d'après le début de la question, on va le noter K. Quelle équation différentielle on va obtenir ici? Il va y avoir un truc, le taux de croissance au temps t, qui va être égal à K fois la taille de la population. Le taux de croissance au temps t va être égal à K fois, ça c'est la notion de proportionnalité, la taille de la population au temps t. Donc ce K fois, c'est la proportionnalité. Et ensuite, je retrouve mon effectif, mon taux de croissance. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui. D'accord? Donc le gros job dans tous les exos que tu m'as envoyés, c'est la même. C'est traduire l'énoncé. Donc il faut aller choper dans les premières phrases, parce que c'est là qu'il y aura tout. Après, on verra le reste, mais c'est bien comprendre ce qui se passe ici. Donc, quelle population, quel effectif on est en train de regarder? Le taux de croissance de cet effectif, ça sera assez facile. Et ensuite, c'est le taux de croissance du coup, de cet effectif, c'est la dérivée de l'effectif, simplement. Et ensuite, à quoi c'est proportionnel ou comment c'est proportionnel. Ici, on a l'équation la plus simple qu'on puisse trouver. L'équation différentielle la plus simple qui existe. La dérivée de la fonction égale K fois la fonction elle-même. Une fois qu'on a trouvé ça, donc fait la traduction, c'était le point numéro 3 des choses à savoir faire. La deuxième chose, c'est montrer que les fonctions de la forme n de t égale c fois exponentielle kt sont solutions de cette équation différentielle. D'accord? Ça, c'était
première chose, comment on fait pour montrer que ces fonctions-là sont solutions de l'équation? Qu'est-ce que tu dois faire pour montrer que c'est solution de l'équation? Il faut montrer que les fonctions n de t égale c exponentielle kt sont solutions. Que quand on remplace nt par c exponentielle kt dans l'équation, ça fonctionne. Ouais, et donc pour fonctionner, il va falloir aussi qu'on calcule quoi? J'ai pas bien. Ouais, pour pouvoir montrer que ça fonctionne, il va falloir aussi calculer quoi d'autre que nt? Là, on a nt, mais il va nous falloir... Qu'est-ce qui apparaît aussi dans cette équation différentielle et qu'il va falloir qu'on calcule? N' de t. N' de t, exactement. Alors, que vaut N' de t? Si c'est la dérivée de cette fonction-là. On dit que vaut la dérivée de ça. Tu te rappelles ce que vaut la dérivée de exponentielle x? Oui. C'est exponentielle x aussi. Ouais. Et donc si je dérive exponentielle kt, la dérivée d'exponentielle t qui vaut exponentielle t, et la dérivée d'exponentielle d'une fonction de t, ça va être égal à quoi? Un peu plus compliqué. Alors, on va retrouver la même chose, mais on va retrouver aussi la multiplication par la dérivée de ce qu'il y avait en haut. Si on essaie d'appliquer cette fonction, cette dérivée, cette formule ici, avec u de t qui est égal à kt, qu'est-ce qu'on va obtenir? Pardon. Quand je dérive exponentielle kt, là, je pourrais te rajouter des trucs sur les dérivés à la limite dans l'email. Donc ici, on n'a pas une fonction, on n'a pas juste e de t, on a e de une fonction. Sa dérivée, c'est u' fois e de u. U, c'est kt. Donc u', c'est k. Donc quand je dérive ça, je vais obtenir c multiplié par k fois exponentielle kt. Ouais? Oui. Alors, est-ce que k fois nt est égal à n' de t? Oui. Okay. K fois n de t égale k fois c fois exponentielle kt égale n' de t. Donc, les fonctions de la forme c exponentielle kt sont solutions de l'équation. Ça, c'est le truc que tu dois savoir faire. Équation différentielle. C'est simplement prendre la fonction dont on te dit qu'elle est de la solution, et pour vérifier, on calcule n', et une fois qu'on a calculé n', on calcule chacun des deux côtés, et on vérifie qu'on est bien égal. Quand on a vérifié qu'on est bien égal, ben on est bon.
Question, que représente C dans ce morceau-là? Donc on a n de t égale c fois exponentielle kt. Donc c'est quasiment tout le temps la même réponse sur ce truc-là. Qu'est-ce que ça peut représenter C? Je sais pas. Ok. Alors ce qui est souvent et très souvent le cas, ce qui nous intéresse dans une population, quand on va le faire expérimentalement, qu'est-ce que c'est qu'on va regarder au départ? Cette population, elle a un certain nombre, un certain effectif au départ. Oui. Le départ, c'était égal combien? Départ de l'expérience. 0. Okay. Donc si je regarde n0, à quoi c'est égal? C'est égal à 0 fois exponentielle k fois 0. Ça vaut combien? 1. Donc du coup, C, c'est la population au départ. Exactement. Okay. Et c'est à peu près tout le temps le cas. Ce sera à peu près tout le temps la même chose. Bon, il y a toujours un truc avec le temps initial. Donc si tu regardes si tu remplaces t par 0, il y a toujours cette chose-là qui apparaît. En général, il y a un terme qui va s'en aller et il va te rester soit directement la constante, soit à quelque chose près, ça sera la constante. Donc ça, pense-y, dans tes solutions, la plupart du temps, il va y avoir un truc avec le terme initial. Alors, attends. Ouais. On va regarder cette question. Si k est égal à ln de 2, que peut-on dire de la population au bout d'une heure? Comment est-ce qu'on peut regarder ça? Ça, c'est l'utilisation de ce qu'on vient de voir. Parce que nous, on a trouvé les solutions de cette équation différentielle. Elles sont de la forme c exponentielle kt. Et là, on veut prendre le cas particulier où k est égal à ln de 2. Qu'est-ce qui se passe quand k est égal à ln de 2 dans notre n de t? C'est égal à quoi? C, on a dit c'est n0, exponentielle. Je prends k égale ln de 2, je remplace simplement ce qu'on m'a dit, fois t. Comment on peut réécrire ce morceau-là? Qu'est-ce que ça fait exponentielle de ln de 2? Tu te rappelles ça ou pas trop? Il y a un truc avec l'exponentielle et ln, exponentielle et ln, c'est deux fonctions qui sont réciproques. Donc si je fais exponentielle de ln de x, j'obtiens x. De la même façon que si je fais ln de exponentielle de x. Donc quand j'utilise ça, si j'ai exponentielle, alors là il faut le modifier encore un petit peu, mais si j'ai exponentielle de ln de 2 fois t, ce truc ici, c'est aussi égal à exponentielle de ln de 2, le tout à l'exposant t. Et d'après ce que j'ai écrit ici, exponentielle de ln de 2, c'est 2. Donc si je réécris ma fonction, j'ai n de t qui est égal à la population initiale fois 2 exposant t. Ça, c'est quand je prends k égale ln de 2. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la population au bout d'une heure? Comment on peut savoir ce qui se passe au bout d'une heure? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on peut regarder la population au bout d'une heure? Qu'est-ce qui permet de la calculer? Quelle est la fonction qui nous donne la population? Ça s'appelle comment cette fonction? Fonction n de t.
la fonction qui est solution de cette équation différentielle et dont la forme est donnée ici, qu'on peut réécrire aussi n de t égale n0 fois exponentielle kt. Quand je prends k égale ln de 2, j'obtiens cette formule-là. Cette formule-là, elle me donne exactement l'effectif de ma population au temps t. Donc si je veux l'effectif de ma population après 1 heure, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer n de quoi? Je dois prendre t égale combien? C'est pas clair du tout là? Je veux bien t'aider, hein, mais si tu me parles pas, franchement, je ne peux pas t'aider. Je fais de mon mieux depuis 1h30 pour essayer de te faire parler, mais c'est vraiment compliqué. Donc, moi, je peux t'expliquer tout ce que tu me poses comme question, mais si tu me poses pas de questions, je ne peux pas t'expliquer. Je peux me répéter, mais bon, ça ne suffira pas toujours, quoi. Ici, on est en train de regarder une fonction qui nous donne l'effectif de la population de microbes au temps t. T, c'est le nombre d'heures, c'est écrit ici. C'est le nombre d'heures qui s'est écoulé. Donc à t égale 0, on est au début. Donc on a n0. N0, c'est notre population initiale. Si on veut savoir combien est la population au bout d'une heure, on va regarder pour t égale 1. Donc, si je prends t égale 1 ici, je vais pouvoir calculer l'effectif de ma population après 1 heure. Cet effectif, si j'applique la formule, c'est n0 fois 2 exposant 1. Donc si on lit ça, qu'est-ce qu'on peut dire de la population au bout d'une heure? Qu'est-ce qu'elle a fait? Par rapport à la population initiale, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que tu vois qu'elle a doublé ou pas? On a la population initiale qui est ici. Et au bout d'une heure, on a la population initiale fois 2. Donc elle a doublé. Est-ce que tu le vois ou pas? Je t'ai complètement perdu. Tu as disparu. C'est parce que ça te panique? Ou juste t'es pas bavarde de nature? Ni l'un ni l'autre. Pourtant, normalement, habituellement, je fais pas peur, hein, mais peut-être que toi, je te fais peur. Tu comprends quand même ce que je t'explique ou pas? Dis-moi au moins ça, même si tu n'as pas envie de parler. Oui. Ok. Alors, je vais avancer encore un peu. Alors. Je vais parler encore un petit peu. Là, c'est aussi une application de ce qu'on te demande de faire. Donc, on te demande d'appliquer le chose. On te dit k égale ln de 2, n0 égale 100. De ce qu'on a vu juste en dessus, quand on prend k égale ln de 2, ici, on a une formule qui est celle-ci. Si je prends en plus n0 égale 100, je vais avoir que la population au temps t de mes microbes, c'est 100, ma population initiale, multipliée par 2 exposant t. Et on me demande de savoir quelle sera la taille de la population au bout de 4 heures et 20 minutes. Nous, ce qu'on a besoin, c'est que t soit donné en heures. Donc il va falloir traduire 4 heures et 20 minutes en heures. Moi, je veux t égale 4 heures et 20 minutes. Sauf que j'ai besoin d'avoir ça sous la forme de quelque chose, virgule, donc 4 heures, virgule quelque chose, pour pouvoir utiliser ma formule. Bon, 20 minutes, c'est un tiers d'heure. Donc ici, si on veut être pas trop précis, 4,33333 heures. Donc ça, c'est mon temps 4 heures 20 minutes. J'injecte ça là-dedans. Et si je calcule n de 4,33333, je vais obtenir
Donc, je fais ce calcul à la calculette et je vais obtenir ma population de bactéries au bout de 4 heures et 20 minutes. Ça va? Alors, essayons. Ah, parce qu'il y a des compliqués là. Je vais essayer de choper un pas trop compliqué. Je vais faire celui-là. Je te le fais en 5 minutes juste pour que tu aies la correction, enfin, au moins les grandes lignes dans la vidéo. Là, on nous pond tout un truc ici et c'est ça qu'il faut commencer par comprendre. On est en train de modéliser le refroidissement d'une roche lors d'une éruption volcanique. Donc, on est en train de regarder la température de la roche et comme elle refroidit, c'est une température qui décroît. C'est bon? Et on part du principe que le taux de refroidissement est proportionnel à la différence de température entre la roche et l'air ambiant. On va noter TA, la température de l'air ambiant, on en a besoin puisqu'elle est ici. TT, la température de la roche, on en a besoin puisqu'elle est ici. Autant T. Donc, TT, c'est la température de la roche, autant T. TA, c'est la température ambiante. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est que le taux de refroidissement, c'est la vitesse à laquelle la température change. Donc le taux de refroidissement, c'est T' de T. Ça va être le taux de refroidissement. Dès qu'il y a le mot taux, de toute façon, c'est que c'est une dérivée, et c'est la dérivée de la quantité qu'on est en train de regarder. Comme ici, c'est le taux de refroidissement de la température de la roche, c'est bien la dérivée de ce qui nous donne la température de la roche, qui nous dit TT. Ouais? Non, quand je ne réponds pas, c'est que ce n'est pas si OK que ça. On va essayer de continuer. Donc le taux de refroidissement, il est proportionnel à cette quantité ici. Donc ça veut dire quoi? Si je reprends juste mes couleurs, je vais avoir le taux de refroidissement est proportionnel, donc il est, non, je crois que j'ai pris le bleu, voilà, proportionnel à une autre quantité. Cette quantité en orange, c'est la différence entre la température de la roche et l'air ambiant. Le taux de refroidissement, on a dit, c'est T' de T. La différence en maths, c'est une soustraction entre la température de la roche et l'air ambiant. La température de la roche, c'est TT, l'air ambiant, c'est TA. Si je fais la différence entre les deux, j'obtiens TT moins TA. Donc ici, j'ai marqué que mon taux de refroidissement est proportionnel à la différence de température entre la roche et l'air ambiant. Maintenant, il me reste à regarder ce morceau-là. Mais là, je rentre dans ma question. En notant K positif, la constante de proportionnalité donnait une équation différentielle modélisant la situation. Donc là, K, c'est la constante de proportionnalité, donc on va l'appeler K, et on va regarder un petit peu, parce qu'il faut juste modifier un petit truc. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu as terminé? Non. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Je suis... Pardon. Ok, donc on avait déjà la base de notre équation différentielle, on a la fonction, sa dérivée, et ici on a le coefficient de proportionnalité. Il faut juste regarder ici, on est en train de regarder le refroidissement, donc la dérivée elle va être négative puisque la température va décroître. Ça, c'est positif puisque ça c'est la température de la roche, elle est bien plus élevée que la température ambiante, donc ça serait positif. Le coefficient, on a dit, il est positif, donc si on veut que la dérivée soit négative, il faut rajouter un moins. Donc ça, c'est pas très très facile à voir, mais on peut regarder le fait qu'on est en train de refroidir. Et donc là, j'ai l'équation différentielle modélisant la situation. Donc tu vois que je traduis littéralement ce que j'ai dans mon énoncé directement dans mon équation. Le taux de refroidissement, la proportionnalité, et on est proportionnel à la différence entre ces deux valeurs. Ouais? Expliqué comme ça va? Ça a disparu.
Ok. Bon, ensuite, on aurait les mêmes choses à faire. Montrer que les fonctions de cette forme-là sont solutions. Donc, on prend tt, on dérive pour obtenir t' de t. Et ensuite, on vérifie que si je fais moins k fois t moins ta, je vais obtenir t' de t. Donc ça, on a juste à le vérifier. Quand on va dériver ce terme-là, il y a un moins k qui va apparaître devant. Le plus ta ici, il va s'en aller avec celui-là. Et donc, on va bien retomber sur exactement la même chose. Tu vois qu'ici, c'est encore la même question. Que représente c? Ben, c, il suffit de prendre t égale 0, encore une fois. Donc, si je fais t de 0, c'est c fois exponentielle de 0, autrement dit, c plus ta. D'accord? Donc, la température ici, si je regarde c, c'est égal à t0 moins ta. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas la température initiale, c'est l'écart de température initiale entre la température de ma roche au temps 0 et la température de l'air ambiant. Ça va? Et après, on va appliquer encore les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on va prendre des valeurs spéciales. On va dire k, c'est ln de 3. Si on a exponentielle moins ln de 3t, c'est la même chose qu'exponentielle ln de 3 à l'exposant moins t. Autrement dit, c'est 3 exposant moins t. On prend ta égale 50. T0, c'était ce terme ici. Alors, il faut faire un petit peu attention à comment on l'écrit. Et ensuite, on te demande d'appliquer la formule. Donc, la température de la roche après 30 minutes. Donc là, le truc auquel tu dois faire attention, on te demande après 30 minutes, la température de la roche a été donnée au temps t qui était en heures. Donc ici, on va devoir regarder la température de la roche après 0,5 heures. D'accord? Donc, on va appliquer la formule. Alors, C, c'est pas 500, donc il faudra faire un petit peu attention à ça. Et on va remplacer 3 exposant moins 0,5 plus TA, et puis là, il y aura un coefficient devant. Mais l'idée, c'est qu'une fois que tu as compris le truc ici, tu as juste à remplacer tes valeurs par ce que tu as ici. Et là, pareil. Est-ce que ça t'aide, tout ça? Pas. Est-ce que tu t'es endormi? Dis-moi, Delina, ça t'a aidé ou ça t'a pas aidé ou ça ne servait à rien? Si. Ok. Est-ce que tu veux me poser des questions avant qu'on termine? Parce que là, on a fini notre heure et demie. Non? T'as pas de questions? T'as pas l'air d'en avoir. En tout cas, tu me les dis pas. Je te souhaite une bonne soirée alors. Et je t'envoie un email dans le quart d'heure qui vient avec toutes les informations que j'ai beaucoup parlé tout seul, mais que je t'ai partagé aujourd'hui. Ça marche? Bonne soirée alors. Bonne soirée. Ciao.